Voilà, avec un petit peu de retard, la correction de ce premier DS. Non, je ne vais pas écrire ça là. Ici, il y aura le QR code. Donc l'exercice 1, un exercice que vous trouverez de moins en moins pour les DS. Donc je l'ai quand même mis dans ce premier, c'est essentiellement des questions de cours. Mais plus ça va aller forcément et plus il y aura d'exercices type concours. Donc la première question, on nous donne deux matrices A et B et on nous demande de déterminer si les ensembles EFGH, GHJ, je ne sais pas pourquoi j'ai pas mis de F, mais peu importe. On nous demande donc si ces ensembles sont ou ne sont pas des espaces vectoriels. Donc E va être un espace vectoriel. Donc pour cela, évidemment, E est inclus dans M2 de R. Là, c'est trivial puisque l'ensemble E commence par l'ensemble des matrices appartenant à M2, donc on a clairement l'inclusion. Deuxièmement, la matrice nulle, que je vais appeler O2, est bien dans E, puisque quand on multiplie la matrice A par cette matrice nulle, on obtient bien la matrice nulle, donc pas de problème. Remarquez que j'ai mis 0 dans l'énoncé, donc ici on peut mettre pareil 0. Hop, on peut reprendre la même notation, il n'y a pas de souci. Ensuite, on doit montrer la stabilité par combinaison linéaire. Donc je me donne un réel lambda et deux matrices que je vais appeler M et N dans E. Et je vais m'intéresser à lambda M plus N. Donc on a A multiplié par la matrice lambda M plus N qui vaut bien, lambda AM plus AN. Or, AM, c'est la matrice nulle puisque M est dans E. AN, c'est la matrice nulle puisque N est dans E. Donc forcément, par somme, on obtient la matrice nulle. Donc on en déduit que lambda M plus N est dans E. E est un SEV de M2 de R. Donc un espace vectoriel. Si oui, on donnait une base et leur dimension, bon, il va falloir qu'on détermine une base de E. Et pour ça, on n'a pas d'autre choix que de se donner une matrice M, donc qui va être de la forme A, B, C, D, appartenant à E. La matrice AM, ça sera quoi? Eh bien, la matrice 0, 2, 1, moins 1, multipliée par la matrice M. Ce qui va nous donner 0 multiplié par A plus 2 fois C, donc ce qui nous donne 2C. Oui, c'est ça. 0 fois B plus 2 fois D, donc ici on va voir 2D. Ensuite, la deuxième ligne multipliée par la première, ici on va voir la première colonne, donc on va voir A moins C, et ici on va voir B moins D. Et ça, pour être dans E, eh bien c'est égal à la matrice nulle. Et cela ne peut arriver, donc si et seulement si, eh bien 2C égale 0, 2D égale 0, A moins C égale 0 et B moins D égale 0. C'est-à-dire qu'on va avoir C égale 0 d'après la première ligne, D égale 0 d'après la deuxième ligne. Comme A moins C vaut 0, A égale C, donc vaut 0. Et ici, B est égal à D est égal à 0. Donc finalement, E, c'est quoi? Eh bien, pour être là-dedans, c'est juste la matrice nulle, en fait. Il n'y a que la matrice nulle qui vérifie AM égale 0. Donc pas la peine de donner une base. Ah si, la dimension. Dimension de E égale 0. L'ensemble G maintenant. Pareil, G est clairement inclus dans M2 de R pour la même raison que E. La matrice nulle est dans G, puisque AM dans ce cas-là, alors A multiplié par 0 vaut 0, 0 multiplié par B vaut 0, donc A fois 0 égale 0 fois B.
Ensuite, on se donne un réel lambda, M et N dans G, et on va s'intéresser à lambda M plus N. Donc on va avoir A multiplié par lambda M plus N, donc exactement comme au-dessus en fait, hein, on va avoir lambda AM plus AN. Or, AM est égal à MB, puisque M est dans E. On n'est plus dans E ici, on est dans G. AN, c'est NB, puisque N est dans G. Et donc, notre lambda AM plus AN, ça sera lambda MB plus NB, c'est-à-dire lambda M plus NB. Donc on a A multiplié par cette matrice égale cette matrice multipliée par B. On en déduit que lambda M plus N est dans G. G est donc un sous-espace vectoriel de M2 de R. Cette partie-là est terminée. Ensuite, base et dimension, on va faire la même chose qu'au-dessus. Hein. A, B, C, D appartenant à G. On sait déjà que AM, on l'a calculé au-dessus, donc on avait 2C, 2D, A moins C, B moins D. Puis j'ai besoin de calculer MB. « 1, 0, moins 2 et 3. Qu'est-ce qu'on va trouver? Eh bien, on va trouver A moins 2B. Ici, on va trouver 3B. Ici, on va trouver C moins 2D. Et ici, on va trouver 3D. AM est égal à MB, ce qui revient à dire que A moins 2B doit être égal à 2C. 3B doit être égal à 2D. A moins C doit être égal à C moins 2D. Et B moins D doit être égal à 3D. Donc on va avoir A moins 2B moins 2C qui doit être égal à 0. 3B moins 2D qui doit être égal à 0. A moins 2C moins 2D, plus 2D pardon, doit être égal à 0. Et enfin, B moins 4D doit être égal à 0. On a un système un petit peu plus classique. Alors si on regarde bien, cette équation-là et cette équation-là n'ont que B et D comme inconnus. Deux équations, deux inconnus. Donc je vais les traiter à part. Donc je vais avoir A moins 2B moins 2C qui doit être égal à 0. A moins 2C plus 2D, remarquez qu'on a A moins 2C en commun sur les deux, qui doit être égal à 0. 3B, je vais mettre celle-là ici, donc B moins 4D qui doit être égal à 0. Donc L3 qui reçoit L4. Et enfin, L4 qui va recevoir L2. Alors, on pourrait aller un petit peu plus vite. Mais pour éviter les erreurs, je préfère détailler un petit peu plus. Surtout éviter de faire plusieurs opérations, des opérations élémentaires à la suite. Donc, les 4 premières lignes, je n'y touche pas. Et celle-là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais faire L4 reçoit L4 moins 3, L3. Donc 3B moins 3B, ça s'en va, c'est fait exprès. Moins 2D plus 4 fois 3, 12D, moins 2, ce qui nous fait 10D. Égale 0, ce qui va tout de suite nous donner des informations. Donc on va avoir D qui vaut 0. Si D égale 0, B égale 0. Les choses se simplifient un petit peu. Et donc on va avoir A moins 2C qui doit être égal à 0. Et ici A moins 2C qui doit être aussi égal à 0. Et donc finalement, j'ai deux fois la même équation. Donc j'ai B qui vaut 0, D qui vaut 0, et finalement A qui est égal à 2C. Donc finalement, ma matrice M,
elle est comment? Elle est donc A qui est 2C, B qui est 0, C qui est C, et D qui est 0, c'est-à-dire qu'elle est C multipliée par 2, 0, 1, 0. Et donc finalement, j'en déduis que G est l'espace vectoriel engendré par cette matrice, qui en est forcément une base, est une base de G, qui est de dimension 1. Ensuite, question C. L'ensemble des matrices telles que AM égale B. Donc évidemment, H est inclus dans M2 de R. Petit problème, la matrice nulle n'est pas dans M2 de R. Elle est dans M2 de R, évidemment. Elle n'est pas dans H, puisque AM est égal à la matrice nulle, mais B est différente de la matrice nulle. Donc, AM est différente de B. H n'est pas un SEV de M2 de R, donc n'est pas un espace vectoriel. Évidemment, dans ce cas-là, on ne va pas déterminer de base ni sa dimension. Enfin, J. J, clairement, est inclus dans M 2, 3 de R. Pas de problème. Ensuite, la matrice nulle de M3 de R est dans J, puisque A multiplié par la matrice nulle va être égal à la matrice nulle. Donc ça ne nous pose pas de problème. Et ensuite, on se donne lambda 1 réel, M et N dans M 2, 3 de R. Pas dans M, enfin si, dans M2, 3 de R, mais surtout dans J. Et on va s'intéresser à la matrice lambda m plus n. Donc on va avoir A multiplié par lambda m plus n. Ça va être quoi? Ça va être lambda am plus an. On sait que am égale m. Donc on va avoir lambda m plus n. Et donc, A multiplié par cette matrice est égal à cette matrice. Donc on en déduit que la contrainte est bien vérifiée. Donc lambda m plus n appartient à J. J est un sous-espace vectoriel de M de 3 de R. Ensuite, il me faut une matrice M dans M de 3 de R, telle que M est égal M de 3, donc 2 lignes et 3 colonnes, A, B, C, D, E, F. La matrice AM, donc je vais avoir 0, 2, 1, moins 1, multiplié par cette matrice. Donc ça multiplié par ça, ici je vais avoir 2D, ça 2E, 2F, et ici on va avoir A moins D, B moins E, et ici C moins F. Ça doit être égal à la matrice F, à la matrice M, donc A, B, C, D, E, F, ce qui revient à dire que 2D doit être égal à A, 2E doit être égal à B, 2F doit être égal à C, A moins D doit être égal à D, B moins E doit être égal à E, et C moins F doit être égal à F. Il y a beaucoup d'équations, mais pas des équations trop lourdes. Donc on va avoir un moins A plus 2D égale 0, moins B plus 2E égale 0, moins C plus 2F égale 0. A moins 2D égale 0. En fait, on se rend compte que c'est la même que celle-là. Hein. Elles sont identiques, au signe près. B moins 2E égale 0. Celle-là et celle-là sont identiques. Et enfin, C moins 2F
égale 0. Et là, c'est celle-là et celle-là qui sont identiques. Donc finalement, on va passer à 3 équations seulement. A-2D égale 0. B-2E égale 0. C-2F égale 0. Et on peut remarquer que donc j'ai 6 inconnus, je n'ai que 3 équations et tout ça c'est décorrélé. Donc je vais avoir A égale 2D, j'aurais pu écrire directement comme ça, B égale 2E, et puis C égale 2F. D'où ma matrice M. Donc A, B, C, D, E, F. C'est-à-dire que l'on va avoir D facteur de 2, 0, 0, 1, 0, 0, plus E, 0, 2, 0, 0, 1, 0, plus F, 0, 0, 2, 0, 0, 1. Donc mon espace J, c'est vect de ces 3 matrices. Hop. Je vais appeler celle-là M1, celle-là M2 et celle-là M3. La famille M1, M2, M3 engendre évidemment J. Est-elle libre? Eh bien, si j'ai une combinaison linéaire donc si j'ai alpha 2, 0, 0, 1, 0, 0 plus bêta 0, 2, 0, 0, 1, 0 plus gamma 0, 0, 2, 0, 0, 1 qui est égal à la matrice nulle, ça revient à quoi? Eh bien, vous devez avoir 2 alpha, 2 bêta, 2 gamma, alpha, bêta, gamma qui est égal à la matrice nulle. Et ça, rien que la deuxième ligne, vous donne directement ça. Donc la famille est libre. Comme elle est génératrice, c'en est une base. Donc la dimension de J, c'est 3. Puisqu'il y a 3 éléments dans une base de J. Voilà pour cette première question. Question 2. On passe sur un espace de polynôme. Donc un espace assez grand, évidemment. C'est fait exprès pour que vous ne puissiez pas vraiment faire les calculs à la main. On demande de montrer que la famille B, qui est la famille des x moins a puissance k, où k est dans 0,12, est une base de R12 crochet X. Bon. R12 crochet X est de dimension 12 plus 1, 13. Ok. B contient bien 13 éléments. Il suffit de montrer que B est libre. Qu'est-ce qui se passe dans cette famille? Cette famille va être constituée de polynômes dont les degrés sont échelonnés, c'est-à-dire que cette famille, vous allez avoir x moins a à la puissance 0, donc c'est le polynôme constant égal à 1, x moins a à la puissance 1, c'est x moins a, ensuite vous allez avoir x carré moins 2x plus a, et ainsi de suite. Si je me donne un entier k dans 0,12, eh bien, je peux remarquer que x moins a à la puissance k va être égal à x puissance k plus un certain polynôme qui ne m'intéresse pas vraiment, que je vais appeler q. Je vais l'appeler q k de x, où le degré de qk est inférieur ou égal à k moins 1.
C'est ça qui est important. Donc, si je me donne des réels, donc il m'en faut 13, A0, A1, A12, tel que A0 multiplié par x moins a à la puissance 0, plus A1, x moins a à la puissance 1, plus A12, x moins a à la puissance 12, soit égal au polynôme nul. Eh bien, qu'est-ce que l'on va avoir? A0 plus A1, alors x moins a pour celui-là je peux le mettre, plus A2 facteur de x carré, plus un certain polynôme qui ne m'intéresse pas vraiment, mais qui sera égal à Q de x, plus A12 multiplié par x puissance 12, plus un certain polynôme Q12 de x qui ne m'intéresse pas vraiment, qui est égal à 0. Et on va faire les choses petit à petit. Le seul endroit où je vais avoir du x puissance 12, c'est ce polynôme-là. Donc A12 doit être égal à 0. On a A12 qui vaut 0, puisque si je regarde ce polynôme-là, alors ce qui revient à dire que A12 x à la puissance 12 plus, alors il y en a peut-être là-dedans, mais un certain polynôme, on va noter ça comme ça, donc il existe un certain polynôme que je vais appeler R, 12, x, 2 degrés inférieur ou égal à 11, tel que ce polynôme-là, en fait, soit égal à A12 x puissance 12 plus R12 de x. Et donc forcément, en identifiant les coefficients, vous devez avoir A12 qui vaut 0. Et donc ici, tout ça c'est multiplié par 0. Ce qui fait que si je regarde en fait le coefficient en x puissance 11, il ne sera multiplié que par A11. En répétant le procédé, on obtient A11 égale 0, puis A10 égale 0, puis A0 égale 0. Donc la famille est libre. La famille est donc libre. C'est une base de R12 crochet X. Le fait que ce soit des polynômes de degrés tous distincts est une bonne façon de répondre aussi. Question B. En utilisant le fait que x moins b égale x moins a plus a moins b, déterminez les coordonnées du polynôme p qui est x moins a à la puissance 6, x moins b à la puissance 6. Et on nous dit que x moins b, c'est x moins a plus a moins b. Ici, vous avez deux morceaux. Multiplié par, je vais calculer ça avec le binôme de Newton. La somme pour k allant de 0 à 6, des k parmi 6, x moins a puissance k, a moins b puissance 6 moins k. Et là, on a presque terminé. Je vais donc avoir la somme pour k allant de 0 à 6, des k parmi 6, a moins b puissance 6 moins k, je réécris ça volontairement comme ça, multiplié par x moins a à la puissance 6 plus k. Et qu'est-ce que je viens de faire? Je viens d'écrire le polynôme p, et donc combinaison linéaire des
x moins a à la puissance 6 plus k pour k variant de 0 à 6. C'est-à-dire que, eh bien, si jamais, je vais noter ça comme ça, n est inférieur ou égal, est inférieur strictement à 6, la coordonnée de P en x moins a à la puissance n vaut 0. Il n'y en a qu'à partir de 6. Si n est supérieur ou égal à 6, la coordonnée de P en x moins a puissance n vaut le nombre qui est là en fait, mais qu'il va falloir regarder. Si vous avez si vous avez 6 plus k qui vaut n, c'est-à-dire que k vaut n-6. Sachant que n est supérieur ou égal à 6, donc vous avez n-6 parmi 6, a moins b puissance 6 moins n-6, c'est-à-dire 12 moins n. On a bien les coordonnées. C'est une question pas très simple, je l'admets. Question 3. L'avant-dernière question de ce travail. Donc on a 3 fonctions et un ensemble qui est finalement constitué de combinaisons linéaires de ces 3 fonctions. On nous définit une application, oui, entre R³ et E, et on nous demande de vérifier que cette application phi est surjective. C'est-à-dire que je me donne une fonction f dans E, et je dois montrer qu'elle est l'image d'un certain triplet de R³. Alors, par définition de E, il existe un triplet de réel tel que, pour tout x appartenant à R, eh bien f de x est égal à a multiplié par f0, plus b multiplié par f1 de x, plus c multiplié par f2 de x. Donc, f, c'est l'image de a, b, c. Tout élément admet un antécédent dans R3, donc phi est surjective. C'est tout simple. Deuxième question. On nous donne ABC, alpha, bêta, gamma, tel que phi de ABC égale phi de alpha, bêta, gamma. On a donc, pour tout x appartenant à R, a multiplié par f0, donc a, plus b multiplié par exponentielle de x, plus c multiplié par exponentielle de 2x, égale alpha, plus bêta exponentielle x, plus gamma exponentielle de 2x. Bon. Qu'est-ce qui va se passer? C'est valable pour tout x appartenant à R. Regardons ce qui se passe si jamais x tend vers moins l'infini. D'une part, eh bien, cette partie-là va tendre vers A, cette partie-là va tendre vers alpha. On obtient A égale alpha. Après, ça serait bien de faire d'autres limites. Mais donc, on a aussi, en multipliant par exponentielle de moins 2x, pour tout x appartenant à R, vous allez avoir a exponentielle de moins 2x, plus b exponentielle de moins x, plus c, égale alpha exponentielle de moins 2x, plus bêta exponentielle de moins x, plus gamma.
Et cette fois, on fait tendre x vers plus l'infini. Donc cette partie-là va tendre vers C. Cette partie-là va tendre vers gamma. On obtient C égale gamma. On a déjà fait pas mal de travail. Puis après, par exemple, on peut regarder ce qui se passe en 0. D'un côté, vous allez avoir A plus B plus C. De l'autre côté, égale alpha plus bêta plus gamma. Vous avez A qui est égal à alpha. Vous avez C qui est égal à gamma. Et C qui est égal à gamma. Donc on soustrait A, qui est la même chose que alpha, on soustrait C qui est égal à gamma. On obtient B égale bêta. Donc si jamais phi de ABC est égal à phi de alpha, bêta, gamma, alors c'est que ABC était égal à alpha, bêta, gamma. Qu'est-ce qu'on peut en conclure? On vient de démontrer l'injectivité. Phi est donc injective. Mais comme elle est surjective, elle est aussi bijective. Comme elle est aussi surjective, eh bien, elle est bijective. On a démontré que l'application phi est bijective. Question C. Quelle est la nature de l'ensemble E? Évidemment, ici, je regarderai après, pour la nature de l'ensemble E, il va falloir démontrer que c'est un espace vectoriel de dimension finie. Et pour ça, il faut montrer que phi préserve les combinaisons linéaires. Comment faire ça? On se donne un réel lambda et A, B, C. Et puis par exemple alpha, bêta, gamma. Et on va s'intéresser à phi de lambda, ça plus ça, donc lambda A plus alpha, lambda B plus bêta, lambda C plus gamma. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ça nous donne une certaine fonction f, où pour tout x appartenant à R, f de x est égal à lambda A plus alpha, c'est tout, plus lambda B plus bêta exponentielle de x, plus lambda C plus gamma exponentielle de 2x. C'est-à-dire lambda facteur de A plus B exponentielle de x plus C exponentielle de 2x plus alpha plus bêta exponentielle de x plus gamma exponentielle de 2x. Ici, je reconnais phi de ABC. Ici, je reconnais phi de alpha, bêta, gamma. Et donc, on en déduit la chose suivante. Phi de lambda A plus alpha, lambda B plus bêta, lambda C plus gamma est égal à lambda phi de ABC plus phi de alpha, bêta, gamma. Phi préserve les combinaisons linéaires. Donc, E est un espace vectoriel de dimension finie. Et cette dimension finie, c'est 3. Dernière question, montrer que la famille F0, F1, F2 est une base de E. On peut déjà remarquer que F0, F1, F2 comportent
3 vecteurs, en fait, qui ici sont des fonctions. Ces 3 vecteurs, eh bien, on a le bon nombre. Il suffit de montrer que la famille est libre. Et ça, en fait, on a déjà fait un travail similaire à la question B. Donc, on se donne 3 réels, donc alpha, bêta, gamma, tels que alpha f0 plus bêta f1 plus gamma f2 est égal à la fonction nulle. C'est-à-dire que, pour tout x appartenant à R, alpha plus bêta exponentielle x plus gamma exponentielle de 2x est égal à 0. Et on va faire exactement les mêmes choses que tout à l'heure. Si x tend vers moins l'infini, on obtient alpha égale 0. Ensuite, on multiplie... oui, on peut même aller un petit peu plus vite. Par exponentielle de moins x, on obtient, donc comme alpha égale 0, bêta plus gamma exponentielle de x égale 0 multiplié par exponentielle de moins x, c'est-à-dire 0. Et aussi, on fait tendre x, là aussi, vers moins l'infini. On obtient bêta égale 0. Et donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste gamma exponentielle, alors pour tout x, gamma exponentielle de 2x égale 0. Et si je remplace par exemple x par 0, en 0, on a donc gamma égale 0. Donc la famille est libre. C'est une base, puisqu'elle a le bon nombre, de l'ensemble E. Quatrième et dernière question pour cet exercice fourre-tout. Un équivalent simple de UN. Donc UN est équivalent à n puissance 4 en tant que polynôme. Ensuite, c'est Vn. Alors, je vais détailler Vn. Donc, n carré plus n plus 1 équivaut à n carré, même chose en tant que polynôme. N plus exponentielle de n équivaut à exponentielle de n, puisque n est négligeable devant exponentielle de n. Donc, comme il est négligeable, on le néglige. Et d'où, finalement, par produit, Vn est équivalent à n carré sur exponentielle de n multiplié par exponentielle de n, et ça nous fait n carré. Vn équivaut à n carré. Et c'est tout pour ce premier exercice.